on va se poser cette question de se dire pendant une heure, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Comment on agit collectivement, à la fois à l'échelle planétaire et à l'échelle ultra-locale? Et qu'est-ce qu'on est capable de mettre dans la balance? Qu'est-ce qu'il faut arriver à perdre pour que le monde gagne? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'appeler par ordre alphabétique Madame Leïla Hachi. Vous êtes présidente de 8 Impact. On vous a connu très mobilisée sur les enjeux environnement et santé et sur les enjeux de géopolitique, à la fois comme militante, puis comme sénatrice. Je fais un raccourci sur quelques années, avocate de formation, et maintenant présidente de l'organisation 8 Impact. Vous nous direz de quoi il s'agit. Je vais appeler également, je l'ai vu au fond de la salle, monsieur Jean-Marie Collin. Vous êtes le représentant français de ICAN, l'Organisation internationale pour l'abolition des armes nucléaires, qui a reçu le prix Nobel collectif de la paix en 2017. Donc on a la joie d'avoir, outre un ami, un prix Nobel parmi nous. Et vous allez également revenir sur des sujets de sécurité et de sûreté. Je vois également, et je l'appelle à nous rejoindre, Alexandre de Reims. Vous avez eu le prix Albert Londres. Vous êtes également le réalisateur du film L'Humanité, du film Nous sommes l'Humanité, qui relate les Indiens Jarawa. Les Indiens Jarawa, c'est cette communauté dans les îles Andaman qui refuse, bonjour Alexandre, tout contenu avec le reste du monde, et qui a une civilisation structurée depuis 120 000 ans et qui, je crois, considère en fait que le monde extérieur, c'est-à-dire nous, avons failli dans notre capacité à être et à vivre la planète, c'est-à-dire à s'insérer l'humanité dans une logique de moyen et de long terme. Et j'appelle également à nous rejoindre, et je la vois là-bas, Cyrielle Ariel. Vous êtes la journaliste qui met en avant les changemakers et ceux qui, par leur réalisation concrète, inspirent le changement. Et un tout petit peu plus tard dans le débat, on aura également, j'en profite le temps que Cyrielle s'installe pour prendre un petit peu d'avance, un témoignage très émouvant de Jean-Michel Cousteau, le président de Green Cross France et Territoires, qui a été associé dès le début à l'aventure de Green Cross par Mikhaïl Gorbatchev et par le commandant Cousteau, et qui pourra revenir sur à quel point le personnage et la rencontre avec Mikhaïl Gorbatchev a été inspirante. Moi-même, donc, je suis Nicolas Imbert et je dirige en France l'association que Jean-Michel préside, Green Cross France et Territoires. Et nous avons le plaisir également de pouvoir faire ce débat dans le contexte du festival Le Temps Presse. Voilà, que l'on peut effectivement remercier, parce que c'est rare d'avoir l'espace, le temps et la possibilité de parler de ces sujets d'environnement, de santé et de sécurité. Et c'est bien de se dire que ce sont des sujets qui nous interpellent, qui sont au cœur de notre quotidien et qui sont éminemment intéressants. En plus, il se trouve que le festival remet un prix pour l'égalité des sexes. Et à part le fait que nous sommes 5 et que le modérateur se trouve être un homme, j'ai le plaisir de dire que sur un sujet sérieux, nous avons 2 femmes et 2 hommes. Donc, en toute impolitesse, je vais en profiter pour ouvrir le tour de table, peut-être avec Jean-Marie Collin. Et au final, on a vu que beaucoup de sujets de défense que l'on vit aujourd'hui sont issus de la guerre froide, et que autant la guerre froide et les enjeux stratégiques étaient quelque chose qui obnubilait l'attention publique et qui obnubilait l'attention des dirigeants dans les années 1980 et 1990, autant on a l'impression depuis que les effets de la guerre froide, couplés à certains effets du dérèglement climatique, sont beaucoup plus dangereux qu'ils ne pouvaient l'être par le passé, mais au final, que notre intérêt public pour ces sujets est plutôt en train de diminuer et que, en tout cas, nos actions concrètes
ne sont pas forcément à la hauteur des enjeux. Bonjour, merci Nicolas, merci au Festival Le Temps Presse d'avoir fait cette diffusion et de nous avoir invités. Alors c'est vrai que tu as en partie raison, c'est vrai qu'il n'y a plus ces manifestations comme il y a pu y avoir au début des années 80 avec 1 million de personnes dans les rues de Paris par exemple. Et aujourd'hui, ces manifestations se réalisent autrement et mobilisent plutôt les foules sur la question du changement climatique et donc sur la protection de la planète, sachant que toute la problématique de ce film finalement c'est comment protéger notre planète et comment éviter finalement que l'être humain, l'humanité comme nous la connaissons aujourd'hui, la société comme nous la connaissons aujourd'hui, disparaisse. Et face à ça, et d'ailleurs aujourd'hui on est finalement sur une journée très symbolique, et il faut espérer qu'on n'engage pas une seconde guerre froide, puisque dans ce film on a parlé, les réalisateurs, Gorbatchev a parlé notamment des rencontres en 87, de la création d'un traité qui a été énoncé plusieurs fois, qui s'appelle le traité FNI, le traité sur l'interdiction de missiles à portée intermédiaire. Il y a quelques heures, il y a 2 heures de ça environ, les États-Unis ont officiellement annoncé leur volonté de sortir de ce traité, et traité qui deviendra totalement caduc si, dans un délai de 6 mois, parce qu'il y a un délai légal obligatoire. Mais donc voilà, il y a la fin d'un instrument qui a permis de faire en sorte que le monde et l'Europe en particulier soient un peu plus en sécurité et qui a entraîné une diminution globale des arsenaux, qui a permis que les gens se rencontrent, se parlent, se connaissent et donc enlève un certain nombre de peurs. Aujourd'hui, ce traité est abandonné et s'il n'y a pas une vraie mobilisation de l'opinion publique, il n'y a pas non plus une mobilisation des pouvoirs politiques. C'est-à-dire que demain, si pleinement ce traité est abandonné, de nouveaux missiles peuvent être mis en place et qui viseront à nouveau nos villes, nos cités, les forêts que l'on tente de défendre, les ours que l'on place dans les Pyrénées, enfin tout ce qu'au niveau peut-être environnemental on essaie de protéger sera à nouveau pleinement visé par ce type d'armement. Donc là aussi, il y a une nécessité que les parlementaires, les diplomates et les hommes politiques prennent et jouent le jeu, ce pourquoi ils ont été élus, c'est-à-dire finalement défendre le citoyen. Alors justement, la transition est toute trouvée par rapport à ce qui vous amène ici, Leila Echi. Vous avez, il y a quelque temps, je crois que c'était en 2012, travaillé en tant que sénatrice sur le livre vert de la défense. Et aujourd'hui, votre combat a évolué, toujours avec une grande mobilisation pour créer 8 impacts et en prendre la présidence avec un mode d'intervention qui est assez novateur, je crois. Merci. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de m'avoir invité. Merci Nicolas, merci Green Cross et le Festival du Temps Presse de nous avoir réunis autour d'un sujet éminemment important. Si vous me le permettez, je vais vous exposer assez rapidement la genèse de mes travaux, puisque notre sujet qui nous préoccupe, c'est qu'est-ce qu'il faut perdre pour que le monde change. Je dirais de ma petite expérience, pour apporter ma petite goutte à la contribution du mouvement de l'humanité, déjà de perdre du temps, beaucoup de temps, et beaucoup d'énergie. Assez rapidement, moi, quand j'ai été, je fus vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, et j'étais la seule écologiste à l'époque, l'une des rares femmes et la plus jeune. Et en fait, le premier conflit qu'on avait eu à examiner était la question de la piraterie en Somalie. Et toute la discussion des spécialistes qu'on auditionnait se résumait autour du nombre de matériel dont nous avions besoin, du nombre d'hommes. Et pour la faire assez schématique, les méchants pirates contre les gentils plaisanciers. Et toute la dimension environnementale, à savoir la question de la surpêche, de la dégradation de l'environnement au large des côtes somaliennes, n'était absolument pas du tout appréhendée, n'était pas du tout prise en compte. Cette donnée que nous considérons ici comme étant une donnée éminemment importante et stratégique, était complètement occultée et absente. Et chemin faisant, je me suis dit, il y a quand même un sujet à porter sur la question de savoir comment le milieu de la défense, le monde de la défense, et je le dis à Essian, le monde de la défense que je considère comme étant, petite parenthèse, qui regroupe l'armée, le ministère de la Défense, les lobbyistes de la défense, le monde de l'industrie en général, puisqu'ils ne pensent pas tous la même chose, c'est important de le dire, je vous dirai pourquoi après, n'avait pas du tout cette appétence et cette question pour la question environnementale d'une manière générale. Donc j'ai commencé très naïvement à l'époque, maintenant je regarde ça avec beaucoup de sourire,
j'avais proposé à ma commission la question de la géopolitique de l'Arctique. Et c'était en 2011. Je vous assure que j'avais l'impression de parler à des gens qui ne comprenaient pas la langue que j'employais lors de mes différents échanges. Mon sujet a été retoqué. J'ai ensuite, encore une fois, assez naïvement, proposé de travailler sur un concept que je n'avais pas affiné, l'écologisation de l'armée. Alors ils se sont dit, ouh là là, une écologiste qui va commencer à s'occuper de nos affaires, ça ne va pas le faire. Alors on a tenté de m'expliquer qu'en fait, il fallait que je regarde comment l'armée faisait sa transition énergétique, est-ce qu'on faisait ou pas le tri sélectif. C'est vous dire à quel point il y a un gap entre autres, la perception que nous autres écologistes, et j'en prends la pleine responsabilité, puisque j'appartenais à un parti politique qui était à l'époque Europe Écologie Les Verts, qui a, je ne vais pas dire perdu une forme de crédit, mais qui manquait de considération, notamment dans ce milieu éminemment important. C'est quand même la première emprise foncière de notre pays, l'armée, qu'on le veuille ou non. Premier propriétaire immobilier, qu'on le veuille ou non. Deuxième employeur de France, c'est l'un des plus grands budgets de la nation et qui a un impact sur les directions de recherche et de financement extraordinaire. Et nous, écologistes, on a décidé de ne pas leur parler. Enfin, absolument, délirant comme approche. Et donc, écoutez, j'ai proposé ce sujet d'écologiser l'armée. Ça ne plaisait pas du tout. Pour la faire courte, puisque Nicolas, tout à l'heure, gentiment, m'a dit « essaye de nous expliquer le off ». On se parle très franchement. Nous sommes dans un pays qui fonctionne par caste. Donc, en fait, il y a des castes qui ne parlent pas à d'autres. Pour la faire schématique, les mines ne parlent pas à Polytechnique, l'ENA ne parle pas aux autres corps de l'État. L'écologiste que j'étais et avocate n'avait pas vocation à parler à d'autres registres. Donc, en fait, ce que je pouvais apporter, ma petite contribution, ne pouvait pas paraître pertinente, ou en tout cas, on écoutait à peine. Donc, clairement, à l'époque, et je le dis très franchement, le haut fonctionnaire qui gérait ma commission, comprenant rien à mon sujet, le bloque. Et il a obtenu gain de cause, puisqu'effectivement, je n'ai pas pu travailler pour la commission à laquelle j'appartenais sur la question de l'impact du dérèglement climatique, notamment sur les enjeux environnementaux, énergétiques et sur les questions sécuritaires, parce qu'un haut fonctionnaire ne comprenant rien à mon sujet a décidé de bloquer le sujet. C'est comme ça que fonctionne notre pays. C'est pour ça qu'on n'avance pas aussi. Parce qu'il est parti avec beaucoup de préjugés. D'abord, il avait très très peur que j'aborde la question du nucléaire. Ils étaient terrorisés par cette approche. Donc le meilleur moyen, n'est-ce pas, de ne pas aborder la question, c'est de jeter la couverture et faire comme si le problème n'existait pas. Donc, on me bloque le sujet. Je ne le fais pas avec ma commission, mais de manière assez taquine. Comme je suis une femme, on m'a fermé la porte, je suis rentrée par la fenêtre. Et je fais toute seule. J'ai organisé la rédaction du livre vert de la Défense. Et donc, j'ai organisé un travail que je pense comme étant sérieux. Pour le coup, c'est le premier livre qui pense... Comment devrait être l'armée, si je puis dire, notre armée en tout cas, notre sujet de défense, eu égard aux préoccupations environnementales que nous, écologistes, avons. Et donc, j'ai fait le livre vert. Ça a fait un carton, puisque j'ai pu d'abord, le sortir. Je vous épargne le fait qu'à déjà à l'époque, dans mon parti, on m'avait mis des bâtons dans les rues pour être sûr que je ne réussisse pas de la sortie du livre. C'est vous dire, c'est comme ça qu'on travaille dans ce pays. 3 ans. J'ai travaillé pendant 3 ans avec beaucoup d'amis et d'acteurs autour de ce livre, avec la machine qui était contre moi, en fait, pour être simple, parce qu'on gênait, parce que ça n'intéressait pas, et puis parce que on n'avait pas envie d'aborder des questions qui sont absolument dérangeantes. En tout cas, on a fait le premier débat, c'était une première mondiale. Nous avons réuni autour de la sortie du livre vert de la Défense l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, à savoir le général Rachmadou, Jamichi, le numéro 2 de l'OTAN. Il nous avait expliqué que c'était un plaisir pour lui et qu'il se sentait infiniment plus utile ici à débattre avec les écologistes que là où il était à Bruxelles, ainsi que Danny Cohn-Bendit. Et là, donc, on avait fait la version, si je puis dire, armée de terre et sur les questions environnementales. On avait réuni un vendredi matin 300 personnes. Et comme ça a bien marché, on a refait la deuxième version marine, avec l'amiral Rogel, qui est l'actuel conseiller du président Macron, et le général de Villiers, autour des conséquences du dérèglement climatique. Et à l'époque, j'avais fait du lobby et obtenu très honnêtement le grand soutien de Nicolas Hulot et de Jean-Yves Le Drian, qui avaient senti la pertinence d'intégrer en amont de la COP21 des débats autour des questions de sécurité, sur l'impact sécuritaire du dérèglement climatique, à intégrer dans nos réflexions. Et en fait, la création de 8 impacts, et si je puis dire la conséquence pratique de cette réflexion
réflexion politique qu'on a menée sur l'importance du dérèglement climatique, non pas comme étant un effet multiplicateur, mais à 8 impacts. Le nom de 8 impacts est assez simple. C'est en fait les 8 impacts du dérèglement climatique sur notre société, donc l'impact sécuritaire, l'impact de l'accélération des phénomènes météorologiques violents, l'impact sur le défi alimentaire, l'impact sur la question de l'eau, sur toute sa composante, l'impact sur l'urbanisme, l'impact sur la géopolitique et enfin sur l'impact sur les réfugiés climatiques. Nous considérons, à 8 impacts, nous considérons que nous devons nous adapter au dérèglement climatique. Nous avons acté que nous étions déjà dans une phase non plus sur les tendances de 2 degrés comme on le prétend, mais plutôt sur les 5 degrés, que lutter contre le dérèglement climatique, c'est déjà derrière nous, en fait, c'est fini, que nous devons travailler ensemble pour nous adapter sur ces questions et d'intégrer comme données stratégiques de nos réflexions collectives l'importance de la question sécuritaire. Et le combat premier de 8 impacts, c'est de faire en sorte que nous intégrions la question sécuritaire dans les COP, parce qu'assez significativement, comme vous le savez, la question sécuritaire est absolument pas intégrée dans les COP, ce qui est absolument inadmissible, incompréhensible, eu égard à son impact. Si vous voulez, on en rediscutera tout à l'heure, puisque, comme vous le savez, nous allons avoir d'ici 2050 250 millions de réfugiés climatiques. D'ici 2025, 4 milliards de la population mondiale vivra en stress hydrique et d'ici 2030, nous aurons à peu près 840 millions de personnes qui vivront qui connaîtront la faim de manière chronique. Alors qu'on le veuille ou non, ce qui se passe au sud de la Méditerranée, dû notamment à notre mode de vie, aura également un impact sécuritaire. Et comme j'avais dit à certains militaires, je ne pense pas que nous imaginions accueillir les 250 millions de réfugiés climatiques avec l'arme nucléaire. Voilà pour ma présentation assez rapide pour un sujet éminemment pertinent et passionnant à la fois. Justement, vous nous avez présenté plusieurs facettes et plusieurs enjeux et c'était absolument passionnant. Et je vous propose de regarder le sujet en décentrant un petit peu le regard, en allant dans les îles Andaman. Donc, on est dans l'océan Indien et on a justement une population qui considère que toute l'urbanisation, tous ces moyens au final qui ont été mis en place, ce n'est pas forcément un futur souhaitable. Pour l'humanité, ils n'ont pas la prétention de le dire, mais au moins en ce qui concerne leur communauté, ils n'ont même pas envie de nous parler et d'aller à notre contact, je crois. Oui, merci Nicolas de m'avoir invité pour parler des Jarawa. Les Jarawa, c'est une tribu afro-asiatique. Pour certains d'entre vous, vous avez entendu parler il n'y a pas très longtemps d'une tribu qui a tué un missionnaire évangéliste américain sur des plages d'une petite île située dans l'archipel des Andaman, les Sentinelles. Alors les Sentinelles, les Jarawa, c'est les mêmes. Ce sont des tribus afro-asiatiques, c'est-à-dire que ce sont des Homo sapiens qui sont partis d'Afrique il y a 70 000 ans et qui ont fait partie des premières migrations humaines hors de l'Afrique. Donc à l'époque, ils ont suivi les côtes, ils sont partis vers l'Est. Donc ce sont les premiers Homo sapiens qui arrivent à l'Est, qui arrivent jusqu'au sud de la Birmanie, puisque ces îles sont de l'autre côté du golfe du Bengale. C'est des îles qui aujourd'hui appartiennent à l'Inde, mais qui en fait appartiennent aux Afro-Asiatiques. C'était des peuples qui se sont retrouvés isolés sur ces îles avec la montée des eaux, la fonte des glaces, et qui sont restés isolés pendant 50 000 ans. On va dire, les problèmes ont commencé à la fin du XVIIIe siècle avec l'arrivée des Anglais, et les différentes autres tribus afro-asiatiques qui peuplaient l'archipel ont été éliminées, ont été tuées, ont été exterminées. Et seulement restés les Sentinelles qui vivent sur une île minuscule, et puis les Jarawa qui vivent sur l'île principale et qui ont, comme les Sentinelles, toujours accueilli, si je puis dire, les intrus à coups de flèches. Alors je les ai rencontrés malgré une interdiction du gouvernement indien de rentrer dans ce territoire, une interdiction qui est punie de 7 ans de prison, mais j'y suis allé avec l'autorisation des Jarawa, et la preuve, la meilleure que vous avez, c'est que je suis devant vous aujourd'hui et je ne suis pas mort sur une plage avec une flèche en plein front. Dans le film que j'ai réalisé, qui est sorti l'année dernière au cinéma, qui s'appelle Nous sommes l'humanité, les Jarawa témoignent d'ailleurs de comment ils ont réussi, comment ils se défendent et comment ils ont tué d'ailleurs 10 braconniers qui étaient venus les agresser avec des armes. Ceci dit, j'ai fait ce travail afin de leur donner la parole. Ils sont plus que 400 individus. Ils sont menacés parce qu'il y a une route qui passe à travers leur forêt, que cette route est le théâtre d'un zoo humain organisé par l'armée indienne qui convoie 4 fois par jour des touristes indiens fortunés qui ont payé pour prendre des Jarawa
en photo qui ont été mis de force au bord de cette route pour pouvoir satisfaire les touristes. Puis cette route est aujourd'hui élargie sous l'impulsion du gouvernement nationaliste hindou de Modi. Ils ont ouvert les écoles pour assimiler de force les enfants Jarawa. Il y a eu des affaires de kidnapping, de viol. Et donc c'est une situation comme malheureusement on en rencontre beaucoup quand on parle de peuples premiers ou de peuples chasseurs-cueilleurs, que ce soit en Amazonie ou en Papouasie par exemple. Ce qui fait l'originalité totale de ce peuple, c'est qu'il est sûrement l'un des plus anciens peuples du monde et de toute façon le plus intact avec les sentinelles qui veulent voir personne pour le coup. Et que donc ils ont gardé finalement leur mode d'action, leur mode de vie et leur mode d'organisation originel, de l'humain originel. Et ils ont évidemment une plutôt mauvaise opinion de nous. Ils ne connaissent pas grand-chose de nous. Ils n'ont jamais entendu parler de Mikhail Gorbatchev. Ils n'imagineraient même pas qu'une bombe atomique puisse exister. Ce qui ressort tout de suite, c'est justement ce refus du monde extérieur. Au-delà du message d'autodétermination que j'ai recueilli, c'est-à-dire qu'ils expliquent qu'ils ne veulent pas devenir indiens, contrairement à ce que dit le gouvernement indien, qu'ils veulent rester comme ils sont, j'ai découvert un peuple absolument extraordinaire qui vit dans un bonheur, une harmonie, une joie. Et en fait, c'est une société qui est égalitaire, qui n'a pas d'hierarchie. Mais d'ailleurs, en général, les chefs de tribus, de chasseurs-cueilleurs ne sont pas des chefs comme nous, ne sont pas des donneurs d'ordre comme nous avons l'habitude d'avoir, mais plutôt des gens qui sont là pour organiser le dialogue et le consensus au sein de la tribu. Ils n'ont pas de croyance non plus, ce qui est assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de chaman, ils n'ont pas de monde spirituel. Et donc j'ai essayé de percer leur secret, de ce bonheur qui est, si vous voyez le film, vraiment, vous pouvez ressentir dans votre chair cette société totalement égalitaire entre les hommes et les femmes, où les chasseurs s'occupent des bébés et les femmes vont à la pêche. Une société où il n'y a pas de conflit, parce que le conflit mettrait en péril directement leur survie. Et leur envoyant aujourd'hui cette phrase, que faut-il perdre pour gagner? Et ce très bon documentaire qui nous rappelle que Mikhail Gorbatchev est quelqu'un qui a joué un rôle très important. Moi, je ne vois pas ça en termes de perdre ou de gagner. Ce que je vois, c'est que nos sociétés sont incapables de résilience. Mikhail Gorbatchev, c'est un dirigeant, comme l'a dit Védrine, atypique. Parce que c'est un dirigeant qui a pris en compte la réalité, en fait. Il a vu la réalité de la chose, il a dit attention, on va tous mourir, ça ne sert à rien de développer les armes nucléaires vu que personne ne va gagner, tout le monde va perdre, donc il faut arrêter. C'est très rare, en fait, d'avoir un dirigeant qui prend en compte la réalité. Nous vivons dans un monde de croyances, et toutes ces croyances nous font faire avoir des comportements absurdes, et surtout des comportements criminels envers nous-mêmes, envers nos prochains et envers notre planète. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de réunions, beaucoup de débats, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Comment faire? Ça a l'air juste impossible. Moi, je vois votre combat, c'est remarquable, et vous vous heurtez à des portes fermées, et on est nombreux à se heurter à des portes fermées, parce que le système, lui, n'a pas envie de changer, parce que le système qui actuellement dirige le monde, qui est un système économique, est basé qui est issu de l'ère industrielle. C'est un système qui est très très content de cette situation. Moi j'ai vu dernièrement qu'il y a commencé à avoir des produits financiers qui sont émis pour spéculer sur le réchauffement climatique. C'est merveilleux le réchauffement climatique, on va encore gagner plein de pognon. Alors le problème c'est nous, on ne gagne pas de pognon et puis on est là et on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est très très compliqué de changer. Alors comment changer nos comportements, si je peux continuer un petit peu là-dessus. En fait, nos comportements, ils sont tout simplement complètement conditionnés par nos valeurs. Tout simplement. Notre identité propre, ce n'est pas notre appartenance ethnique, religieuse, nationale. C'est nos valeurs. Qui sommes-nous? Nous sommes nos valeurs. Notre monde, lui, il encourage, il prône des valeurs subjectives. L'argent, le pouvoir, qu'il nous présente comme étant des valeurs qui vont nous apporter l'harmonie et le bonheur. On se rend bien compte que ça ne fonctionne pas. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'il y a 30 ans, on enlève les armes nucléaires parce qu'on se rend compte qu'on va tous crever, et 30 ans après, on recommence. Donc on est condamné à l'échec. Depuis l'ère agricole, nous sommes condamnés à l'échec. Depuis que nous avons décidé de domestiquer la terre au lieu de profiter tout simplement de ce qu'elle nous offre, sans la détruire, eh bien, nous nous retrouvons dans une situation où nous avons créé des sociétés qui sont condamnées à péricliter et à s'effondrer avec à chaque fois un coût humain catastrophique et terrifiant. Et pas que humains, mais au final, nous sommes les humains, finalement, et nous allons aussi disparaître, c'est-à-dire les animaux, etc. Mais
Là comme tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Marie, voilà, l'arme nucléaire, plus de problème de réchauffement climatique, pour le coup. Ce sera l'hiver, tant mieux. C'est peut-être un bon moyen de convaincre le réchauffement climatique, finalement, la bombe atomique. Mais moi ce que j'ai découvert là, c'est que finalement, il faut se reconcentrer sur nos valeurs objectives, les valeurs humanistes, les valeurs naturelles de l'homme, celles qui sont prônées par les peuples chasseurs-cueilleurs, qui, eux, ont des sociétés qui ont perduré jusqu'à ce que le monde agricole les détruise, c'est-à-dire des centaines de milliers d'années. Et ces valeurs, elles sont simples. C'est l'harmonie avec la nature, c'est l'égalité, c'est la bienveillance, c'est l'honnêteté. Et évidemment, de vivre en relation, en harmonie avec ces valeurs, ça procure le bonheur. Et surtout, ça nous permet de changer nos comportements très simplement, parce que, évidemment, et pour prendre un exemple très simple, nous aimons tous la nature, n'est-ce pas ? Est-ce que le fait d'aller voir des animaux sauvages dans une réserve africaine contribue au fait que nous aimons la nature ? Est-ce qu'aller caresser un chat et liker des photos de bébés pandas nous aide à être plus en harmonie avec la nature ? Ou est-ce que le fait de consommer ce que nous mangeons d'une façon intelligente, en prenant en compte la souffrance animale, en prenant en compte la souffrance des paysans, en prenant en compte la souffrance de la nature qui est agressée par des produits phytosanitaires, eh bien, peut-être que ça, c'est une façon plus intelligente de changer nos comportements et de vivre en harmonie avec nos valeurs. Et c'est juste un tout petit bout de l'histoire. D'ailleurs, c'est à tel point vrai que quand j'ai travaillé sur le titre « Que faut-il perdre pour que le monde gagne ?», je me suis posé la question de savoir comment le vivant réagissait. Et je suis tombé sur cette info que beaucoup d'entre vous ont vu aussi. Les jeunes éléphantaux d'Afrique qui sont confrontés de manière trop régulière au braconnage, malgré tous les efforts qu'on déploie avec, pour le coup, l'aide des satellites militaires pour tenter d'endiguer ce système, ont trouvé une réponse. C'est que malheureusement, ils sont en train de perdre leur défense à la naissance. Et donc, d'une génération sur l'autre, ils sont en train d'abandonner beaucoup pour avoir plus de chances d'aider à la survie de l'espèce. On n'est pas forcément sûr que l'humain ait cette sagesse. Mais j'ai envie de vous proposer là tout de suite un moment assez exceptionnel, parce que ce que vous nous disiez, Alexandre, à l'instant, c'était de dire finalement, on aime bien ce que l'on protège, on a besoin de connaître ce que l'on protège, et c'était aussi le témoignage, je crois, qui a porté le commandant Cousteau à apparaître avec Mikhaïl Gorbatchev à Rio en 1992. Et depuis, Jean-Michel Cousteau, le président de Green Cross, que je vais inviter à nous rejoindre sur scène si il le veut bien. Une chaise l'attend. Plus tard ? Ok. Ok. Donc nous aurons en conclusion le message de Jean-Michel. Et je pense que ça sera un message très, très inspirant. Mais on est vraiment dans cette idée où les leaders, en fait, inspirants, on les voit aujourd'hui dans l'histoire et on n'est peut-être pas en train de regarder ce qui se passe et comment le changement est en train d'arriver à hauteur d'hommes et de femmes. Dans vos 3 témoignages, en fait, on avait les notions de ceux qui décident entre eux du bien de l'humanité dans une tour de verre qui domine le réel, et ce message comme quoi ce qui se passe et ce qui est vraiment nécessaire pour continuer à maintenir un peu de stabilité dans l'humanité, c'est de prendre les décisions à hauteur d'hommes et de femmes, les 2 pieds ancrés dans le réel. Et c'est pour ça qu'il nous semblait intéressant de continuer le tour de table introductif avec les fameux portraits de Changemaker de Cyrielle Ariel, qui, je crois, nous a proposé quelques éclairages successifs de personnalités inspirantes d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous et merci Green Cross et le temps presse. Je suis ravie et bonjour Jean-Michel, hâte de t'entendre. Oui, rapidement, moi ça fait 4 ans que je fais du journalisme d'impact. Est-ce que vous voyez ce que c'est le journalisme d'impact ? Oui, non ? Voilà, c'est toujours mieux en le rappelant. Voilà, on est habitués, nous sommes habitués, vous comme moi. Moi j'ai 31 ans, mais même à mon âge, on est habitué à écouter les médias. Et les médias nous disent des choses hyper positives chaque matin, vous êtes d'accord ? Voilà, on a envie de se lever, de se dire mon Dieu, mais quelle société incroyable, il n'y a pas de violence, il n'y a que de l'amour, il y a de la générosité, de la solidarité, vous êtes d'accord ? Voilà. Et donc moi, du coup, j'ai décidé de faire ce type de journalisme, d'aller voir les gens qui changent le monde pour apporter un peu de positif.
C'est beaucoup, bien évidemment, la société civile, et ça fait 4 ans, beaucoup en France et également dans le monde. Donc, on parlait des indigènes, mais j'ai vu les ticounas cet été en Amazonie colombienne. Enfin, bon, bref. Et moi, simplement, voilà, je vais vous faire rapidement des portraits de personnes inspirantes. Quand vous sortez de cette salle, il y aura un peu ce témoignage de notre Jean-Michel Cousteau, qu'on se dit, il y a quand même une humanité qui se bouge, peu importe son âge. Elle trouve des solutions aux 17, c'est ce que j'appelle le SDG, hein, ils trouvent des solutions aux 17 objectifs du développement durable. Et ça fait du bien de se dire, il y a quand même, enfin, on vit dans une schizophrénie, on détruit et il y a toutes les ONG, les fondations, les entrepreneurs sociaux qui soignent. Donc on est vraiment la part de l'humanité, etc. Et ben moi, j'ai décidé de mettre un focus que sur les personnes que j'appelle les change makers, tous ceux qui pensent nos mots, les mots de la société. Alors moi, j'ai 31 ans, j'ai grandi avec lui, vous le connaissez. Et il y a une chanson qui m'inspire beaucoup. On ne voit pas le titre, c'est en bas. C'est le clip qui a été tourné dans les favelas de Rio et de Sao Paulo, des Bahia, Zé Don't Care About Us de Michael Jackson. Et si vous écoutez les paroles, c'est véritablement, et ça pourrait être sur toutes, ça peut être les indigènes, ça peut être les Rohingyas, tout le monde pourrait s'approprier ces paroles hyper riches et très violentes en disant, en fait, on n'a rien à foutre de nous. On a l'impression de ne plus appartenir à cette terre, donc peuvent dire les Rohingyas que j'ai croisés il y a 4 ans au Bangladesh. Donc moi, c'est une chanson qui m'a inspirée, c'est elle qui m'a donné envie de dire, bah si, we care about you. Est-ce que vous connaissez, vous devez le connaître, le Père Pedro? Père Pedro Péka à Madagascar. Qui le connaît dans la salle? Faites pas genre, vous, sur scène. Père Pedro Péka, rapidement, je vous invite, n'hésitez pas à aller sur Internet faire des recherches, il est exceptionnel. C'est un prêtre missionnaire, parents slovènes, il a vécu en Argentine, il parle comme ça, il est incroyable. Et en fait, ça fait plus de 30 ans, donc depuis 1989, il a fondé l'association Akamasoa. Donc c'est comme ça se prononce. Depuis 30 ans à Madagascar, donc un prêtre blanc missionnaire vit à Madagascar depuis 30 ans. Il y vit, il a créé donc cette association. Il y a plus de 250 000 malgaches, Madagascar. Hein, on parle du dérèglement climatique, on parle de pauvreté, on parle d'accès à la faim, etc. Bon, bah, on parle de Madagascar, hein, qui est l'un des pays malheureusement les plus pauvres au monde. Ils viennent d'avoir un président. Il a beaucoup d'espoir sur ce président pour faire bouger la jeunesse et essayer un peu de donner du pouvoir et d'autonomiser cette population. Aujourd'hui, dans son association, il y a des dispensaires, il y a de la cuisine, il y a des formations, il y a la jeunesse, il y a la sécurité, il y a des soins, il y a de tout. Donc, c'est de l'empowerment total. À son échelle, il y a des milliers de malgaches qui essaient justement de sortir de la pauvreté et ils s'entraident entre eux. On continue, cette fois-ci, il n'y a pas de photo, il est là. Vous le connaissez forcément, mais alors lui, il a 24 ans, il fait une plongée en Grèce, donc il avait 16 ans, il y a à peu près il y a 8 ans. Et il se dit, mais mon Dieu, il y a du plastique dans la mer. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, à son échelle, qu'on aime pas, qu'on investisse ou qu'on n'investisse pas dans le projet The Ocean Cleanup, il a fait parler de lui. Le but, c'est de faire parler de lui, ok, mais c'est surtout mettre un focus sur le fléau du plastique, bien évidemment, dans l'océan. Comme dirait capitaine Paul Watson, il n'y a pas que lui qui le dise, et tous les scientifiques, et je pense que nous tous, ici dans cette salle, if the ocean die, we die. 70% du globe est recouvert par l'océan, il nous produit de l'oxygène, il y a une vie marine incroyable qu'il faut protéger, parce que nous en dépendons, nous les humains, si nous faisons de l'anthropocentrisme. Donc, lui, en tout cas, il essaye, depuis 7 ans, il essaie, je crois qu'il y a eu encore un essai il y a quelques semaines dans les mers du Nord, probant ou pas probant, peu importe, il essaye à son échelle et ça peut inspirer la jeunesse à se bouger également. On parlait des fléaux des éléphants, alors là j'y étais il y a quelques mois au Kenya. Qui connaît The David Sheldrick Conservation Trust au Kenya? Hyper connu, ça fait 40, vous avec vos têtes, je crois que c'est 40, depuis 42 ans au Kenya. Voilà, 42, voilà. Depuis 42 ans, je vous invite, si vous allez au Kenya prochainement, c'est à côté de Nairobi. Alors, quand j'y suis allée, je me suis dit, c'est aussi génial que Cupid, en fait. Donc, ça fait 40 ans qu'ils œuvrent à recueillir des rhinocéros et des éléphantaux, donc orphelins, parce qu'ils n'ont plus leurs parents, et s'ils n'ont plus leurs parents, ils ne sont pas morts d'une grippe. Hein. C'est juste, nous, l'homme, on a besoin de l'ivoire. C'est tellement important pour le marché chinois d'avoir de l'ivoire dans une belle galerie qu'il faut tuer, massacrer une magnifique espèce. C'est pareil pour les rhinocéros, parce qu'ils ont une corne apparemment qui soigne contre le cancer. Si c'est de la kératine, moi, je vous donne mes cheveux, il n'y a pas de souci. Mais bon, non, apparemment, non, c'est mieux de tuer... Voilà, c'est des croyances incroyables, ancestrales qu'il faut bien évidemment protéger. Donc voilà, donc en fait, d'un seul coup, on massacre juste pour soi-disant nos croyances curatives
non pas prouvés scientifiques. Et puis sinon, bah, juste pour notre plaisir d'avoir de l'ivoire chez nous. Donc on décime. Mais donc de l'autre côté, comme nous sommes dans une humanité complètement schizophrène, eh ben, il y a les hommes, nous, un peu, on se dit, on va les soigner. Donc, mais pour les soigner, donc c'est-à-dire il faut beaucoup d'argent pour leur donner, parce qu'ils ne boivent pas un petit biberon de lait comme peuvent faire nos enfants à nous, de notre espèce. C'est des milliers de litres qui sont utilisés chaque année. Donc imaginez, ça coûte hyper cher d'entretenir un éléphanteau. Ils en ont une vingtaine avec les petits bébés rhinos. Et ensuite, c'est à peu près 3 ans pour qu'un éléphanteau, alors je me suis dit 3 ans quand même, pour qu'un éléphanteau, donc un éléphant à peu près un âge adulte, rejoigne un groupe. Je me dis quand même 3 ans. Mais je me suis dit, mais non, mais toi, à ton échelle, en tant qu'humain, t'as un quelqu'un d'inconnu sur ton canapé Cyrielle tous les jours Bah non. Et bah c'est pareil hein, pour nos amis. Donc imaginez un éléphanteau orphelin qu'il faut ensuite réintroduire en pleine nature dans un troupeau, même si c'est la même espèce. C'est pas parce que c'est la même espèce qu'ils vont forcément l'accueillir. Nous-mêmes, hein, on est l'exemple. Hein, on fait des guerres, on casse des portes et les bateaux qui coulent et il y a des migrants qui meurent. Donc on n'est pas non plus. Donc c'est pareil pour nos amis les animaux. Ça se passe pas comme ça. C'est pas le monde de bisounours ou de babar. Hein, ça a beau être le pachyderme, mais c'est pas babar. Donc ça reste quand même hyper triste. Voilà, donc comme disait mon Michael, il n'y a plus de temps à perdre, nous avons juste à y gagner si nous agissons dès maintenant. Donc simplement, voilà, pour vous dire qu'il y a des gens qui se bougent, peu importe, je pourrais en parler des heures parce que j'ai fait des centaines et des centaines d'interviews. Et moi, c'est ce qui me donne envie de me lever chaque matin, c'est de rencontrer des personnes inspirantes, des aventuriers, des explorateurs, des grandes figures, des prix Nobel ou encore beaucoup d'entrepreneurs sociaux, surtout notre jeunesse, si on parle de la France, qui se bougent pour essayer de nous avoir des produits bio à moindre prix, accessibles à tous, pour essayer de donner de l'empowerment, des subventions à nos petits agriculteurs qui essaient de protéger nos terres en fournissant des bons produits pour nous. Enfin, c'est tout ça. Donc, moi, ça me donne envie de me lever chaque matin. Et n'hésitez pas, en bas de chez vous, je suis sûre qu'il y a des associations. Vous pouvez juste donner de votre temps, quelques heures, peu importe que ce soit sur des personnes âgées, des personnes handicapées, ce soit nos migrants, ce soit nos personnes. Enfin, il y a plein de choses à faire juste en bas de chez nous. Donc, voilà, sachez écouter votre cœur. Merci. C'est exactement ce qui nous semblait très intéressant à dire et à faire en vous réunissant en fait tous les 4 cet après-midi. C'est que vous avez des parcours très diversifiés. Et il y a quelque chose qui est le point commun de vos différents parcours, c'est qu'à un moment, vous vous êtes dit, même si je suis ultra minoritaire, même si je connais toutes les difficultés en amont et tous les barrages qui vont se poser, que ce soit la prison, que ce soit effectivement le fait de se dire une femme ne va pas s'occuper de l'armée, que ce soit le fait de dire que le désarmement n'est pas tendance ou qu'on a d'autres priorités dans la vie au quotidien, on franchit la barrière du passage à l'acte et on n'hésite pas, vous n'hésitez pas à vous mettre en danger personnellement pour effectivement porter cette cause et toujours en même temps rester dans le dialogue et dans l'échange et pas faire le petit éléphanteau qui va effectivement dans son coin s'isoler. On pourrait parler longuement sur le plateau, mais je crois que c'est intéressant aussi d'échanger autour de vos interventions et de vos questions. Donc dès qu'il y a une main qui se lève, je vais descendre porter le micro. Oui, bonjour, Lionel Montoliu. Alors on a vu un film passionnant sur le rôle de Gorbatchev. Vous avez évoqué les problèmes d'environnement. Et je me demande si on se pose la question en prenant encore un zoom out, c'est-à-dire qu'on essaie de reculer par rapport à tout ça. Le problème, c'est simplement peut-être notre façon dont l'homme a structuré sa pensée. Vous avez parlé d'une tribu première où justement il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de hiérarchie. On est très loin de ça. Et finalement, si on regarde la guerre, et pourquoi il y a de la guerre, on fait la guerre pourquoi ? Pour défendre ce qu'on a, notre territoire, nos biens, nos commerces, nos avoirs, nos possessions. Et là, on voit Michael Jackson qui a une terre dans les bras. Il n'y en a qu'une, hein. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Si on vivait tous comme des Américains, on consommerait 8 terres, comme des Européens, 5 terres. Comme des Asiatiques 2 terres et demie, comme des Africains 1 terre et demie. Il n'y a que 2 pays qui sont en dessous de 1 terre. Il y a le Burundi avec 0,6 et le Bangladesh avec 0,8. Donc on est quand même mal parti. On est très très mal parti.
Donc finalement, je me demande si la solution, qu'est-ce qu'on doit perdre, parce que c'est la question que Nicolas a choisi de poser à tout le monde, c'est peut-être perdre notre façon, notre logiciel, notre monopoly actuel. Et ça, je crois qu'on ne l'entend pas assez. J'étais jusqu'à pas très longtemps, il y a 2-3 ans encore, écologiste. Aujourd'hui, j'ai basculé je suis plutôt collapsionniste. C'est-à-dire, je crois que le seuil de non-retour est passé. Et pendant longtemps, j'ai pensé que le collapse, c'était quelque chose d'affreux, hein, si on ne résolvait pas les problèmes qui sont en face de nous. Et je ne crois pas qu'on va les résoudre. Et aujourd'hui, je me suis aperçu que ce n'était pas le problème. Et je suis persuadé que c'est la solution. C'est-à-dire que les intérêts industriels, militaro-industriels dans un certain cas, et les intérêts des grands industriels, Monsanto et autres, sont tellement puissants. Et nos soucis et nos intérêts, nos égos individuels sont tellement faibles face aux enjeux qu'on a, que seul un bouleversement complet, non désiré, de forme quasiment mécanique, puisque c'est un phénomène quasiment mécanique qui est en train de nous arriver, l'écroulement de la diversité d'abord, et puis de l'humanité et du monde industriel maintenant, finalement, il n'y a que cet effet mécanique qui est assez puissant pour nous changer et peut-être basculer dans un autre mode. Alors soit ce mode, c'est la disparition de l'humanité, ce que j'espère pas, soit si ce collapse se réalise et qu'on est assez intelligent pour préparer dès à présent cette deuxième phase que j'appellerais de résilience, peut-être qu'on pourra aller vers une dynamité où la notion de nationalité, de race n'aura plus de sens, parce qu'on sera sur une planète où il faudra survivre face à un environnement qui devient de plus en plus utile. Je sais que je suis un peu bavard, mais voilà. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on doit perdre ? Je pense qu'on doit perdre purement et simplement notre société industrielle et inventer une nouvelle société où on va revenir effectivement peut-être à de l'agriculture, quelque chose de très simple, et sauver, j'espère, un peu de technologie, parce qu'on en a besoin pour la santé, des choses comme ça. Voilà, donc c'est à la fois une question et puis une analyse. Merci. Grand merci. Et je pense que Leïla doit avoir plein de pistes de réaction par rapport à toute la richesse de ce qui vient d'être dit. Alors, de réaction, certainement. Des pistes, on peut réfléchir ensemble. De réaction, je suis quelqu'un par nature, de manière personnelle, extrêmement optimiste. En revanche, la dynamique de notre société, le mouvement de notre monde me rend plutôt quand même pessimiste. Pourquoi ? D'abord, on a deux problèmes significativement pour gérer la question environnementale. La question environnementale des enjeux du dérèglement climatique impose nécessairement une vision à moyen et long terme. Ça, c'est une première donnée qu'on doit intégrer. Sauf que les médias sont sur du très court terme et que l'homme politique, d'une manière générale, qui par ailleurs manque souvent de beaucoup de courage, est sur un temps très court également, puisque son obsession est son élection. Son élection au sein du parti auquel il appartient et l'élection locale, nationale, etc. Pour moi-même avoir été dans un parti, je peux vous assurer que en gros, tous les 3 mois, vous avez un enjeu électoral, soit dans votre parti dans lequel vous êtes, soit à l'extérieur, sans parler de l'Assemblée ou du Parlement ou de la collectivité à laquelle vous appartenez. Donc en fait, on est déjà sur 2 dynamiques de temps complètement différentes et avec des analyses économiques complètement différentes également. La question... on a souvent, et d'ailleurs, c'est pas le sujet là aujourd'hui, mais la question des gilets jaunes est aussi un sujet sous-jacent, c'est qu'on a toujours opposé la question de l'environnement au développement économique. Moi, je suis une fervente défendresse, si je puis dire, de la question de l'environnement, non pas contre le milieu économique, mais avec le milieu économique. Pourquoi ? Parce que si on se le prend en frontal, je suis persuadée, globalement, dans le monde, soit on a une conscience collective et un intérêt supérieur pour la question environnementale extrêmement développée. Je ne suis pas sûre, malheureusement, que ce soit la majorité de la population nationale et mondiale. Soit on explique aux gens quel est l'intérêt, quels intérêts ils ont à aller vers cette question d'environnement. Et là, peut-être, on aura une chance de les inviter à changer de mode de fonctionnement. Pour revenir à ce que vous dites, que peut-être c'est, entre guillemets, l'apocalypse qui pourrait nous sortir de cet enchaînement dramatique. Moi, je suis extrêmement inquiète. Nous sommes quand même dans un contexte où beaucoup de pays européens basculent vers l'extrême droite,
Nous avons un président américain qui est juste effrayant quand on analyse la question simplement de la question du dérèglement climatique. Je ne parle même pas du cas du Brésil ou la question, par exemple, de l'aquifère de Guarani qui gère à peu près il y a 55 000 milliards de litres d'eau par an qui, malgré cette richesse, est en train de se dessécher eu égard aux enjeux de la production agricole version Monsanto, qui fait qu'on n'est pas dans des dynamiques rassurantes. Rappelez-vous que nous étions en incapacité absolue des débats délirants que nous avons eus pour la gestion des 20 000, dans 30 000 réfugiés syriens qui étaient éduqués, s'il vous plaît, hein, statistiquement, ils sortaient d'école, etc. Enfin, il y a beaucoup de médecins, d'ingénieurs, etc., qu'on était infichus de les gérer pour un pays comme le nôtre avec 66 millions. Imaginez-vous, nous, dans 20 ans, avec 250 millions de réfugiés climatiques. C'est un peu peut-être brutal ce que je dis, mais on est quand même, l'Europe est en train de basculer, beaucoup de pays européens sont en train de basculer vers une extrême droite. Je ne suis pas sûre que 250 millions de réfugiés climatiques arrivant vers le nord, vers nos contrées, favorisent une espèce de sagesse collective. Moi, j'espère on en a longuement d'ailleurs discuté avec le général De Villiers, que l'humanité aura un sursaut de prise de conscience. La difficulté que nous avons, c'est que ces enjeux environnementaux, ces enjeux du dérèglement climatique qui exacerbent toutes ces tensions de l'accès à l'énergie, de l'accès à l'eau, etc., ne sont pas pris en compte aujourd'hui. Hein. Vous pouvez regarder tous les ministères et notre gouvernement de voir comment est gérée la question du dérèglement climatique. Tous ces sujets vont arriver en même temps que d'autres sujets de la société que nous ne gérons pas, type gilets jaunes, l'augmentation de la taxe, etc., qui font qu'on va se retrouver à devoir gérer différents enjeux éminemment dangereux en ayant le moins de moyens possible dans un monde extrêmement perturbé et challengé. Justement, il y a un point sur lequel j'ai envie de faire un raccourci parce que ça me semble une interpellation du quotidien. C'est que nos sociétés occidentales ont été super fortes pour stratifier et pour arriver à dire on a l'humain, on a l'environnement, on a l'alimentation, on a les géopolitiques, on a les problèmes du quotidien. Et je crois que même en langage, si on a envie d'interagir en fait avec les Jarawa, le fait de séparer en disant il y a l'environnement et il y a nous, c'est quelque chose qui n'est pas rendu possible par le vocabulaire parce que comme beaucoup de sociétés primitives, les Jarawa sont l'environnement et l'environnement est les Jarawa. Mais nous-mêmes, on peut réfléchir à ce modèle économique, le développement durable, les enjeux de demain, la question de l'écologie, ce sont des opportunités extraordinaires de développement économique. Si on analyse, si on reprend le paradigme du milieu économique et financier qui veulent se faire de l'argent, il y a une opportunité importante. La question, c'est que nous avons des multinationales qui ont un modèle qu'ils doivent impérativement sacrifier. Il y a toujours des résistances au changement dans quelque organisation que ce soit. Et ces modèles économiques sont pérennes. Le gros problème que nous avons, c'est que ces multinationales, pourquoi voulez-vous qu'elles changent ? On mutualise l'impact des dégâts de la pollution. On mutualise, ce sont nos impôts qui payent la mutualisation de la dégradation de l'environnement. Les multinationales n'y participent pas. Pourquoi voulez-vous qu'elles changent ? Pourquoi voulez-vous également qu'elles changent ? Puisqu'elles rentrent au Parlement européen comme n'importe qui, comme n'importe quel parlementaire. Essayez-vous, vous et moi ici par exemple, de rentrer au Sénat ou à l'Assemblée nationale sans badge ou sans sécurisation, alors que tous les lobbyistes ont accès à ces parlements sans qu'il y ait de parallèle avec des ONG, par exemple, dédiées à l'environnement, qui, elles, doivent montrer patte blanche. On est dans un système qui est absolument délirant, qui a perdu complètement la boussole, dans un système extrêmement déséquilibré, où il n'y a que l'argent qui gère ce monde, il n'y a que l'argent qui impulse les politiques nationales et internationales, et à chaque fois, on vous explique que ce n'est pas possible. Là, justement, on s'entend beaucoup sur que faut-il perdre, mais peut-être qu'Alexandre a envie de nous donner sur quelques pistes pour que le monde gagne en écoutant les Jarawa. Moi, ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est ce désir d'apocalypse. Ça fait partie de notre histoire, l'apocalypse. Hein. C'est ce qu'on. Non, mais je comprends très bien ce que vous dites, mais voilà, on est dans l'effondrement. Ça va être l'apocalypse. Peut-être que cet apocalypse, il va en sortir quelque chose de bien. Moi, je reviens à ce qu'a dit Leïla, c'est-à-dire que il y a le problème nucléaire, il y a le problème du réchauffement climatique, il y a le problème de la pollution, il y a le problème de la confusion mentale dans laquelle on vit actuellement. Tous ces problèmes-là, ils vont s'agglomérer. Ils ne vont pas se résoudre les uns à côté des autres. L'apocalypse, si on la désire, elle ne va pas nous sauver, elle va nous détruire.
Et en fait, on a encore les moyens de changer. Parce qu'il y a 25 ans, quand vous voyez un type qui parle tout seul dans la rue, vous pensez que c'est un fou. Aujourd'hui, c'est un mec qui téléphone. C'est-à-dire que l'industrie, elle a très bien compris la façon disruptive de changer nos comportements. On va changer vos comportements, on va vous amener un nouveau produit et vous allez changer vos comportements. Aujourd'hui, on n'imagine plus vivre sur notre portable. Il n'a pas fallu 50 ans pour changer de comportement. On peut aussi, nous, s'approprier cette façon disruptive de changer. Le changement va se faire par capillarité. Il ne va pas se faire avec un grand soir. Il ne va pas se faire parce qu'on va réussir à convaincre un ministre de la Défense. Ces gens-là, on ne peut pas les convaincre. Ce sont des croyants. Comment on appelle les proches de Macron? Les Mormons. C'est-à-dire qu'il y a une caste de croyants qui est là pour entretenir la croyance, qui sont fervents défenseurs des piliers de la hiérarchie et de la croyance. Et ces gens-là ne vont pas changer, il faut juste s'organiser en dehors d'eux. Parce qu'on n'a pas besoin d'eux pour décider de prendre un sac en jute pour faire ses courses, et puis prendre un sac en plastique. On n'a pas besoin d'une décision politique pour faire ça. On peut tous le faire. Alors pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas parce que, ah oui, on voit ce gros danger terrible à terre, ça finit pour nous, mais c'est loin, puis c'est compliqué, puis c'est de la faute de Monsanto. Et puis il y a nous, mais nous on continue de faire n'importe quoi, on continue de rouler trop, on continue de consommer trop, on continue de gaspiller, on continue de bouffer de la merde, on continue. Bon, alors il suffit soi-même de décider de dire, bah non, ma valeur moi, c'est laquelle? Eh ben ma valeur moi, c'est l'humanisme. Ben, je vais essayer d'être bienveillant avec autrui, parce que peut-être que ça va commencer à changer les choses un petit peu. Ou ma valeur, c'est protéger la nature. Ben, comment, dans mon quotidien, je peux protéger la nature? Tout le monde n'a pas la chance qu'a Cyrielle de pouvoir aller voir les éléphants au Kenya. Et ce qu'elle fait, c'est extraordinaire, parce qu'elle nous montre des modèles à suivre. On ne peut pas être peut-être aussi bon que le type hier qu'on a vu sur Envoyé spécial, je crois, qui vit zéro déchet et qui va à la pêche. C'est une vie merveilleuse, on ne peut pas tous faire ça. Mais nous, on peut tous essayer à peu près de changer, et donc de changer de façon disruptive. On change un comportement par un autre, comportement qui va nous permettre d'agir en fonction de nos valeurs et d'apporter notre petite pierre. Il y avait d'ailleurs quelque chose de très très fort dans le film qu'on a vu et qui personnellement m'a beaucoup inspiré sur Gorbatchev. Un ouvrier agricole qui monte tous les échelons hiérarchiques d'une société hyper centralisée et qui au final revient en se disant qu'il y a deux choses qui sont essentielles, c'est de partager des valeurs communes et d'être le plus décentralisé, le plus opérationnel, le plus proche du terrain possible quand il s'agit de mettre en place ces valeurs communes et d'être dans le monde de l'action. Et j'aurais d'ailleurs envie de vous entendre aussi, Jean-Marie, sur un sujet qui pour moi est très paradoxal. Vous avez eu un prix Nobel collectif qui a été l'issue d'un combat, d'ailleurs plus d'un combat de conviction et d'une lutte extrêmement pacifique, mais avec beaucoup de capacités d'interaction de dizaines d'années, avec un retentissement planétaire. Je n'ai entendu personne, ni en Syrie, ni en Russie, ni même au Venezuela, qui a émis la moindre critique par rapport à ce prix Nobel. Et pourtant, on a l'impression, quand on regarde le monde et qu'on se lève tous les matins, que vous avez eu une belle récompense, et que le monde a continué comme avant sans infléchir d'un iota sur ce qui s'était passé. Ce que vous nous disiez en introduction est malheureusement dans l'alignement de cette perception. Donc j'aimerais bien que vous me démentiez. Alors oui, c'est vrai qu'on a eu un prix Nobel qui a fait changer les choses et qui change les choses. Et si on a eu un prix Nobel en 2017, c'est parce on vient d'employer ce mot à différentes reprises. Mikhail Gorbatchev l'a employé à différents moments parce qu'on a changé les choses. Et on ne les a pas changées tout seuls, nous, en tant que campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. C'est parce qu'on a 122 États avec nous qui ont changé les choses. Et c'est là où on doit aussi voir le côté, et c'est important, comme dit Cyrielle, de voir les côtés extrêmement positifs. Il y a des choses extrêmement positives. La question étant, dans notre cas, des armes nucléaires, on doit accélérer ce changement le plus rapidement possible, puisque effectivement une catastrophe est faisable à chaque instant qui passe, puisqu'aujourd'hui il y a alors un arsenal de plus ou moins 15 000 armes nucléaires, mais en permanence près de 2 000 armes nucléaires qui sont pointées sur les différentes villes du monde, principalement européennes et de l'Occident. Et ce changement a été accompagné par 122 États, parce que ces 122 États, et je dirais grâce ou à cause du changement climatique, en fait, ils ont compris qu'en cas de problématique nucléaire militaire en Europe,
le Sénégal devrait être dans l'obligation de prendre soin d'un flot de réfugiés européens, en fait, et par conséquent de prendre soin aussi de sa propre population, avant même ces réfugiés européens qui fuiraient le désastre radioactif. Et ces États ont compris ça. Et ce qui est assez curieux, finalement, c'est que c'est les petits États qui ont imprimé ce changement et qui, aujourd'hui, sont des leaders. Je pense au Costa Rica principalement, mais il y a d'autres États, le Burundi sur les questions écologiques. Voilà, il y a tout un tas de petits États qui ont dit on va prendre la tête et on va travailler activement avec cette campagne internationale pour créer un changement et expliquer que le problème des armes nucléaires, c'est un problème véritablement global et mondial et qu'il est nécessaire en fait de créer quelque chose qui les interdise et puis d'engager leur élimination, puisque jusqu'à présent, en fait, il n'existait pas d'instruments juridiquement contraignants qui interdisent les armes nucléaires. Donc on est arrivé à adopter un traité à l'ONU par 122 États, un traité qui est aujourd'hui en cours de ratification. On a passé la barre des 21 avant-hier, il nous en manque 29. On sait qu'on aura ces 29 d'ici la fin de l'année. Et on sait que ce changement fait peur à ceux qui possèdent des armes nucléaires et les oblige aujourd'hui à challenger et à réfléchir peut-être, alors pour certains, à comment conserver des armes nucléaires. Mais moi, pour être au cœur de ce changement, au cœur des parlementaires, même si c'est très compliqué avec certains, au cœur de la diplomatie, je vois bien que depuis 2 ans, ça a changé. Il y a des choses qui ont changé. Il y a des réflexions nouvelles. Il y a des obligations à apporter de nouvelles idées, à réfléchir autrement. Même si on a des déceptions, comme aujourd'hui, le fait que les États-Unis se retirent d'un traité, ça ne veut pas dire que tout est gagné. La vie, elle est compliquée. On le sait. Et donc, on doit chaque jour challenger et chaque jour avancer. Et donc, il y a un changement qui est positif, qui est fait à notre niveau, au niveau international, qui est fait avec des parlementaires, des maires, des États, et avec un certain nombre aussi de citoyens qui décident aussi de dire moi, je vais interpeller mon maire pour savoir est-ce qu'il est conscient que des missiles visent le musée sur l'écologie qu'il vient de créer, va détruire peut-être sa politique environnementale qui vient d'avancer. Voilà, donc il y a des choses qui peuvent être faites à différents niveaux et il y a des choses extrêmement positives. Mais c'est très important et c'est très encourageant ce que vous venez de nous dire, parce qu'on voit qu'au final, vous avez utilisé à travers le système international des instruments déjà préexistants, et c'est par le cœur du système qu'on montre qu'il est temps de passer à un nouveau mode de fonctionnement, qui a l'effet d'entraînement que vous indiquez avec les 122 pays. Je crois que vous faites aussi partie de ceux qui soutiennent depuis le début la Déclaration des droits et devoirs de l'humanité pour accompagner les choses à hauteur d'homme. Et moi, d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel j'aurais envie de vous entendre, notamment Cyrielle, dans la dernière phase du débat. C'est que dans les mois qui viennent de s'écouler, il y a beaucoup de gens qui ont regardé ce qui se passait du côté du rond-point, mais des ronds-points, il y en a beaucoup. Mais il y a énormément de mouvements de fond où on est peut-être resté à la surface de la vague sans entendre ce qui se passait, ce qui est en train de se dire. Un maire, au début, qui commence tout seul en disant « J'ai fait le boulot dans ma ville, à Grande-Sainte. Je suis arrivé à faire une transition écologique qui est plutôt pas mal. Par contre, je suis désolé de le dire, mais j'entame un recours gracieux contre l'État pour inaction face à l'urgence climatique. » Ce n'était pas le premier. Il n'était pas tout seul. Il y avait un petit paysan sans terre qui a gagné juste avant contre une multinationale du charbon allemande. Il y a des jeunes néerlandais qui ont gagné. Il y a quand même 2 millions de personnes, enfin un peu plus maintenant, je crois. L'affaire du siècle. Voilà, exactement, qui se sont mis à dire... Vous avez signé d'ailleurs l'affaire du siècle, la pétition, dans la salle ? Voilà, l'affaire du siècle, c'est notre sujet. Bravo. Et c'est notre affaire à tous. La semaine dernière, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans un pays où ce n'est pas culturel de manifester, à Lausanne, il y a 100 000 jeunes qui descendent dans la rue pour manifester contre l'urgence du dérèglement climatique. Là où on entend beaucoup. Il n'y a pas eu que Lausanne. Hein. 2 semaines auparavant, j'avais aussi noté que c'était dans toute la Suisse, justement, la jeunesse s'était réveillée. Absolument. Et il y a la Belgique aussi. La Grande-Bretagne, la Belgique hier, où Bruxelles a eu également, pour la 4e semaine consécutive, je crois, des centaines de milliers de manifestants. Et non, ils ne cassent rien, ils ne brûlent rien. On parle beaucoup moins de ça. Je trouve ça formidable. Alors justement, j'ai envie que vous en parliez parce qu'on n'en parle pas assez, on ne les voit pas.
ils sont jeunes, ils agissent, ils changent leur modèle de consommation, comme Alexandre le disait. Ils sont en train aussi de savoir faire de l'intelligence collective et ne pas rester dans leur microcosme. Ils nous réaffirment à quel point, dans notre échelle de priorité, nous sommes dans le faux quand on considère que le fait de pouvoir se balader en voiture sur 5 km a une valeur qui est supérieure au fait de vivre en bonne santé et de respirer un air de qualité dans les villes. Et tout se passe comme si on ne les voyait pas et on ne les entendait pas. Que dire moi, je ne fais pas du journalisme traditionnel, mais j'ai envie de vous dire à vous aussi, n'hésitez pas à aller justement voir ce que font mes confrères et consoeurs journalisme d'impact, parce que nous, on en parle. Quelles sont les bonnes actions en France? C'est un média qui s'appelle Franchement Bien. Je viens de les rencontrer à une de mes conférences et c'est une femme qui a quitté son job et je la trouve remarquable. Puis il y en a d'autres. Et donc là, par contre, on parle du climat, on parle de la jeunesse qui se bouge en Europe, etc. En France, moi, j'en peux plus. Quand je regarde BFM, c'est très... qu'est-ce qu'on est centré sur nous? Qu'est-ce qu'on est centré sur nous? Sur du négatif. Voilà, je reviens de Londres où j'ai fait 2 interviews avec une personne, grâce à Nicolas, qui m'a fait la connexion, qui installe des panneaux solaires communautaires dans la région sud de Londres, donc défavorisée, Brixton. Ou encore, j'ai vu 2 femmes qui ont tout quitté, dont une qui était dans le marketing et qui a ensuite travaillé chez Shell. Et elles ont lancé, justement, c'est la nouvelle façon de consommer zéro déchet via un supermarché. Et je trouve ça génial. Donc de Shell, du marketing, à une petite commune dans le nord-est de Londres, avec le super beau petit, il fait 40aine de mètres carrés, tout en zéro waste, du fil dentaire en bambou, au conditionneur à prendre pareil dans un bac et tout. Enfin, je trouvais ça juste dingue. Donc simplement, si on en a marre, c'est où on coupe la télé des infos, parce que pas forcément non plus, il ne faut pas être radical. Ou alors, simplement, à vous aussi, n'hésitez pas à aller voir ce que font les médias alternatifs ou un peu plus européens. Moi, j'adore Euronews parce que j'en ai marre qu'on parle que de la France, que des faits négatifs. J'aime bien voir qu'aussi, il y a des Français qui se bougent, et puis pas que, et de se dire que voilà, c'est à vous aussi, n'hésitez pas, parce que moi aussi, j'en ai marre. Non. J'en ai marre qu'on parle. C'est juste un petit titre. Non, il y a eu, je sais pas moi, 300 000 Français pour la marche du climat. Ah ben, d'un seul coup, les gilets jaunes. Alors, celui qui s'est pris le flashball dans l'œil... Waouh, on est 67 millions de Français et on est focus sur un mec qui a pris. D'accord. Et la création d'emplois, les personnes qui sont sauvées, des maladies cardiaques, etc., les gens qui font des actions extraordinaires et qui sauvent des vies. Voilà, donc on a eu une belle urgence positive. À être aware sur tout ce qui est médias alternatifs et qui ont des belles histoires réalistes. Le monde du journalisme aussi change, à nous donner envie d'entendre des belles histoires, quoi. Et justement, pour terminer notre tour de table, j'aurais envie qu'en 60 secondes de chrono, chacun d'entre vous nous donne une urgence positive sur laquelle il faut qu'on se mobilise tout de suite en sortant de la salle. Alors, pour ma part, l'urgence, c'est d'arrêter de consommer des produits empoisonnés. Il faut commencer par faire ça. C'est très bien de faire du zéro waste. Le gars qui va dans les poubelles pour manger, qui monte tout ce qu'on gaspille, c'est très bien. Mais en fait, tous les fruits qu'il mange, ils sont contaminés au glyphosate. Moi, c'est un truc vraiment qui me touche. Ça fait des années que je vais au supermarché 1 fois par mois maximum pour acheter un produit que je ne trouve que là. Et je refuse de donner mon pognon à l'industrie agroalimentaire, c'est tout simplement ça. Alors c'est pas facile, il faut se battre, c'est plus cher, le bio. Voilà. Bon, j'ai pas de voiture non plus parce que j'en profite pour une petite page de pub en 15 secondes. Il y a actuellement une consultation nationale sur les perturbateurs endocriniens, dont les reprotoxiques. Si chacun d'entre vous va s'exprimer et dit ce qu'il pense, quel que soit ce qu'il pense, sur le site du ministère de l'écologie, on le saura. Si vous ne vous exprimez pas d'ici au 8 février à 8h, on ne saura pas ce que vous pensez sur le sujet et peut-être qu'on fera à nouveau des grosses âneries comme le glyphosate, le chlordécone et on pourrait allonger la liste. Et alors, pour continuer rapidement sur cette histoire de consommer des produits qui ne nous empoisonnent pas, ce qui est évident, en fait, personne n'aurait envie de se faire des shoots d'héroïne le matin en se levant. Non, mais pas la majorité des gens, mais la majorité des gens bouffent du Nutella. Alors, je ne vais pas comparer l'héroïne et le Nutella, mais le Nutella, au final, ça porte des maladies cardiovasculaires, ça détruit l'environnement à Bornéo, ça tue les orang-outans, ça enrichit des gens qui portent des politiques qui détruisent des emplois, etc. Donc c'est un cercle vicieux, on alimente ça juste par notre consommation.
Et moi, je vis à Paris, dans le 17. Il y a une petite rue en bas de chez moi. Il y a des types qui font tourner leur moteur diesel. L'hiver, c'est pour avoir la clim. L'été, c'est pour avoir la clim. Mais je leur dis, mais vous êtes en train de crever. Mais ils me regardent comme un fou. Alors je me dis, mais le problème, c'est quoi? On vit dans la croyance. On vit dans la fiction. On a inventé des fictions, puis on y croit. Et puis on fait des guerres pour ça. Alors que quand on retrouve le principe, juste la réalité telle qu'elle est, telle que tu en as parlé tout à l'heure, Jean-Marie, la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a un réchauffement climatique, c'est qu'on va mourir, c'est qu'on est en train de foutre en l'air notre planète, et que il faut qu'on réagisse comme Gorbatchev l'a fait. C'est un magnifique exemple. On n'est pas tous présidents d'un pays aussi énorme que la Russie, mais tous à notre niveau, on peut faire un petit changement qui va en apporter un autre, qui va en apporter un autre, et puis être capable de fédérer tout ça au sein de collectifs qui sont animés par un projet commun, par la confiance, l'autonomie, la transparence, ce qui fait que... Et il y en a plein. Cyrielle, elle passe sa vie à rencontrer des gens qui font ça. Et bien, c'est magnifique ce que tu fais parce que tu as une vie géniale. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans pour la télé. J'ai fait des documentaires. J'ai décidé d'arrêter et de faire des documentaires pour le cinéma. Comme je dis avant, je voyais 4 types qui me disaient ton film ne m'intéresse pas par an. Et maintenant, je vois plein de gens qui me disent ah, j'adore le film que tu viens de faire. Donc voilà, ça mettons du positif, allons voir les gens qui portent des valeurs positives. Et puis, perdons un petit peu de notre confort. Hein, et quand vous voyez ouverture facile sur un produit, l'achetez pas. Parce que c'est une arnaque, tout simplement. Un exemple très concret. Jean-Marie, votre urgence positive? Mon urgence positive, comme on est à Paris, comme je suppose que vous êtes tous certainement parisiens, c'est de vous rendre sur le site internet de Icahn France, de télécharger l'appel des villes et de l'envoyer à Madame Anne Hidalgo, puisqu'en fait, Paris, comme toutes les villes françaises, sont visées par différents types de missiles nucléaires. Et donc, on essaie de mobiliser les maires à travers la France, mais à travers le monde. On a des grandes villes comme Ottawa, par exemple, Trondheim en Norvège, qui vient aujourd'hui de signer et qui manifestent ça auprès de leurs autorités politiques. Et la deuxième urgence, c'est de m'envoyer un email pour suivre un peu plus ces questions-là. Vous trouverez mon email très facilement sur Icahn France. Voilà. C'est du 201. Et Leïla? L'urgence, pour moi, absolue, c'est de faire en sorte que nous fassions collectivement du lobbying pour que la question du dérèglement climatique et son aspect sécuritaire soient intégrés dans les COP. C'est pas normal que ce soit pas dedans. Et je fais le pari que si on réfléchit sur la question du dérèglement climatique sous le prisme de l'enjeu stratégique sécuritaire, eu égard à tous ses impacts, ça impulsera des dynamiques positives pour un changement durable de nos modèles de société. Grand merci à chacune et à chacun des intervenants. Je crois qu'on peut l'applaudir. Alexandre n'a pas eu le temps de le dire, mais Nous sommes l'Humanité a un site où vous pouvez également vous engager pour soutenir le message, si vous le souhaitez, à travers des actions de pétition et d'interpellation. Donc, et voir le film, c'est important. Jarawa.com au pluriel. J'ai vu que personne défendait les Jarawa, donc avec ma femme qui est productrice, on a lancé une association qui vient d'être créée qui s'appelle Jarawa. Et donc voilà, notre but c'est de faire reconnaître leurs droits. Alors bon, peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais une fois qu'on est sur le chemin, on ne sait pas ce qui va nous arriver. C'est ça qui est assez magique. À partir du moment où on prend action, on prend position et on fait quelque chose. Et c'est un sujet où, quelle que soit notre position sur la planète, nous sommes tous concernés, donc qui se passe dans différents pays, dans différents intervenants. Le temps que vous regagniez vos places, donc je vais inviter, s'il le souhaite, Jean-Michel Cousteau à nous rejoindre, parce que vous avez vu qu'à travers ce film, en fait, on voit aussi beaucoup de l'ADN de Green Cross et de cet engagement qui a été assez unique en se disant que si on a envie de parler d'environnement, c'est pas parce qu'on est des écologistes, mais c'est parce qu'on a envie de continuer à habiter sur cette planète, que ça, c'est un combat qui nous concerne tous, que je crois, sans dévoiler ce que vous allez nous dire, que Jean-Michel, que le témoignage du président Gorbatchev a été éminemment impactant pour nous, et puis surtout que c'est quelque chose qui nous inspire pour les 20 ou les 40 ans à venir et qui vous a beaucoup ému et qui continue de vous interpeller dans vos actions du quotidien. Merci Nicolas. Bon après-midi. Je vais essayer d'être très court. J'ai eu le privilège de rencontrer le président Gorbatchev. Et toutes les années depuis que je l'ai rencontré, ça fait des décennies, m'inspirent. C'est un personnage qui a rêvé
ce dont nous rêvons aujourd'hui à une époque où ce n'était pas facile. Et il nous manque des Gorbatchev, des individus, des femmes en particulier, qui pensent globalement au fait qu'il y a une planète, un système d'eau, et Gorbatchev n'a pas eu cette opportunité, mais aujourd'hui, oui, nous vivons ce que j'appelle la révolution des communications. 9 milliards 500 millions aujourd'hui sont en contact avec chacun. On ne peut plus tricher, mentir ou voler. On va se faire coincer. On a une opportunité extraordinaire et il faut bien se mettre dans la tête que chaque espèce, plante, animal, sur Terre ou dans les océans, qui représentent 70% de la planète, il y a des milliers d'espèces qu'on ne connaît pas. Ces espèces, c'est le capital. Et on ne peut s'assurer de l'avenir de notre espèce qu'en consommant seulement l'intérêt produit par le capital de chacune de ces espèces. Et ça, c'est critique. Nous sommes nouveaux sur la planète en tant qu'espèce. On peut disparaître et la planète continuera sans nous. C'est notre choix et on a la capacité et le privilège de décider de ne pas disparaître. Et moi, j'ai senti tout ça par président Gorbatchev. Car après avoir perdu de continuer à diriger la Russie et la planète, il a créé Green Cross International, ce qui est symboliquement pour moi exactement l'esprit dans lequel il a vécu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous respectez les principes essentiels de la planète, chaque pays peut s'adapter aux besoins locaux de chacun de ces pays-là. Et donc, on a une mission commune et on peut prendre avantage et être privilégié par ce qui nous entoure. Et en ce qui concerne les animaux, la diversité, c'est très important. Les plantes, c'est très important. Et l'espèce humaine, c'est très important. Il n'y a qu'une espèce humaine, mais il n'y a qu'une espèce de poisson ou il n'y a qu'une espèce d'animaux. Et il faut bien se mettre dans la tête que la diversité est synonyme de la stabilité. Et pour moi, l'éducation, c'est la réponse à tous les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Et il faut atteindre les jeunes qui seront les décideurs de demain. Et je suis content de dire qu'on y arrive de plus en plus. Et je suis convaincu, après 73 ans de plongée, 80 ans de vie, de vous dire que si je n'y croyais pas, eh ben je serais en train d'essayer d'attraper le dernier poisson mangeable dans les océans. Je suis convaincu qu'on va y arriver, mais il y a du boulot. Et c'est une époque extraordinaire, très excitante, grâce au fait que chaque être humain peut participer, contribuer, travailler, s'amuser ensemble et être sûr qu'on gère la planète comme on gère un business. Et les politiciens sont là pour des périodes courtes. Et si on peut, ce que j'ai fait très souvent, il faut aller s'asseoir et avoir un dialogue. Il ne faut jamais critiquer ou montrer du doigt. Il y a 3 doigts qui me montrent moi, oublions ça, mais avoir un dialogue. Et ça nous a permis de voir des décisions prises par le président américain, le président du Mexique, etc., que j'ai eu l'honneur, bien sûr, de rencontrer plusieurs fois dans le passé. Et les industriels, c'est la même chose, car c'est même pire parce que vous êtes président d'une société et si vous ne faites pas un profit cette année, vous êtes foutu à la porte. Et
Donc il faut faire le pont entre leurs obligations du jour et le fait qu'ils ont une famille, des enfants, et qu'ils veulent aussi, bien sûr, que l'avenir soit ce que nous espérons. Donc je suis positivement convaincu. Ceci étant, on est une espèce qui vit sur la planète, c'est-à-dire sur Terre, c'est-à-dire 30% de la planète, et nous dépendons tous des océans, car quand vous buvez du vin, moi je suis français, alors je bois du vin, mais 99% c'est de l'océan. Quand vous faites du ski sur les océans. Il n'y a qu'un seul système d'eau. Et aujourd'hui, on va être en mesure d'installer des industries partout pour récupérer, non, pas seulement les plastiques, parce que notre sens principal, c'est la vision, mais on ne parle jamais de ce dont on souffre énormément, c'est-à-dire les produits chimiques et les métaux lourds. Vous prenez une tablette d'aspirine pour votre mal à la tête, j'espère que ça marche, et ce produit chimique, il va où? Dans les océans. Et ça va dans toute la chaîne de vie, et je ne veux pas vous embêter plus longtemps, mais à partir du plancton, ça remonte dans toute la chaîne de vie, on rattrape tous ces animaux, ces crustacés, les coquillages, etc., et on les mange, et on remet à l'intérieur de notre système ces produits chimiques, les métaux lourds et tous les plastiques qui ont décomposé. Donc, il y a des opportunités aujourd'hui extraordinaires et je suis convaincu que l'espèce humaine, qui a ce privilège, sera là dans l'avenir. Et je peux regarder les gamins de 4-5 ans ou mon petit-fils qui vient d'avoir 7 ans et dire « Je ne te laisserai jamais tomber et je veux que tu aies les mêmes privilèges que j'ai eus quand j'avais ton âge. » Merci. Sur ce, c'est toujours difficile de continuer quand on a un moment aussi historique, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'on va vous donner rendez-vous à 19h pour la soirée de clôture. Donc, sur invitation, si vous avez la vôtre, tout va bien. Si vous ne l'avez pas, c'est le moment de vous inquiéter. Et qui sera aussi le moment de la remise des prix. Merci de votre attention, merci de vos contributions. On va rester un tout petit peu dans la salle si vous avez envie de continuer à échanger. Et à tout à l'heure.